Par exemple, un cours d'eau va baisser localement le magnétisme terrestre. Nous, en tant qu'être vivant, on est calé sur une valeur moyenne de magnétisme. Lorsqu'il est trop bas, ça fait une zone qui nous fatigue. On perd à peu près 30% de notre énergie sur un cours d'eau. Alors dans la journée, c'est pas grave. Par contre, si je dors sur un cours d'eau, je vais beaucoup moins bien me reposer. J'ai beaucoup plus de chances de me réveiller fatigué. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la géobiologie avec Philippe Cissé. Un domaine oublié par de multiples générations, celui-ci est peut-être une des clés de notre bien-être. Philippe Cissé nous partagera aussi sa rencontre avec les chamans Kogi, tribus vivant en totale harmonie avec notre terre-mère. Géographes, scientifiques, géobiologues, anthropologues et chamans s'unissent afin d'accompagner et comprendre notre planète. Bon voyage à travers notre monde invisible. Philippe Cissé, bonjour. Bonjour Mickaël. On est ici pour traiter un sujet qui peut être une découverte pour certaines personnes. On va traiter de la géobiologie. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la géobiologie? La géobiologie, c'est en gros l'interaction entre le lieu et ce qui est vivant. Géo, la terre, bio, le vivant, logie, la connaissance associée. Et donc, en fait, on travaille sur des maisons, des appartements, parce que ce sont des lieux de vie, mais aussi des entreprises, c'est des lieux de travail. Et on va analyser en fait deux types d'environnement, en fait l'environnement naturel, la présence de cours d'eau, de failles, de cavités, mais également en fait les traces des précédents occupants et différents critères dans l'environnement naturel. Il y a également l'environnement technologique qu'on a rajouté, c'est-à-dire en fait tout simplement notre système électrique qui dégage du champ électrique, du champ magnétique, et également en fait, et ça en fait depuis je dirais les années 90, on a une exposition de plus en plus forte, ce sont les ondes électromagnétiques. Donc le Wi-Fi, le téléphone sans fil de maison, les antennes de téléphonie, les lignes à haute tension, enfin bon, grosso modo il y a un environnement technologique qui s'ajoute. Il y en a effectivement partout maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des annonces pour supprimer les zones blanches, donc ça veut dire qu'effectivement potentiellement il n'y aura plus un endroit en France où on n'aura pas d'exposition aux ondes. Pour juste spécifier aux personnes qui pourraient ne pas savoir ce que sont les zones blanches, c'est donc toutes les zones qui sont hors de portée des ondes. Oui, alors c'est principalement les zones blanches, on en parle en téléphonie, c'est-à-dire en fait c'est des zones où notre téléphone ne capte pas. Ça veut dire que de la même manière, nous-mêmes, nous ne sommes pas exposés aux ondes de téléphonie. Et donc justement, vous arrivez dans ce domaine à une certaine période de votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené à découvrir ce domaine-là? Alors, après on dit toujours que c'est par hasard. Même si on sait qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de hasard. Mais bon, ça a été tout bête, hein. J'ai proposé à mes voisins de faire un forage en commun. On a sélectionné un foreur qui est sourcier. Et le jour où il est venu faire la détection, bon, on était là pour le regarder et il nous a prêté sa baguette pour qu'on essaye. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité de sourcier. Puis j'ai commencé à me former un an après, en France d'abord. Et puis après, je me suis beaucoup perfectionné en Suisse. Puis tout un tas d'autres formations. Ça fait maintenant 14 ans que j'explore la géobiologie. Bon, j'ai aujourd'hui plus de 1000 interventions et puis je suis formateur maintenant depuis 10 ans, je transmets ça. Que ce soit sur Paris, Tours, à côté de Grenoble et puis à Montpellier. Par le biais de séminaires? De séminaires, de semaines de formation, de week-ends de formation, de demi-journées de formation pour faire de la découverte. Donc, parce qu'en réalité, tout le monde est capable d'être sourcier. C'est pas un don, c'est une sensibilité. Alors justement, on en reviendra tout à l'heure. Effectivement, apparemment, tout le monde a les capacités pour ça. Dans un premier temps, ce qu'on va essayer de voir, c'est ces nuisances que vous parlez, qu'elles soient en entreprise ou qu'elles soient chez un particulier, comment elles impactent sur le corps? Par exemple, un cours d'eau va baisser localement le magnétisme terrestre. D'ailleurs, on peut trouver un cours d'eau avec un appareil qui s'appelle le géomagnétomètre. On n'a pas nécessairement besoin de baguette de sourcier. Nous, en tant qu'être vivant, on est calé sur une valeur moyenne de magnétisme. Lorsqu'il est trop bas, ça fait une zone qui nous fatigue. On perd à peu près 30% de notre énergie sur un cours d'eau. Alors dans la journée, c'est pas grave. Par contre, si je dors sur un cours d'eau, je vais beaucoup moins bien me reposer. J'ai beaucoup plus de chances de me réveiller fatigué.
Et donc c'est à ce titre-là qu'on fait très attention aux cours d'eau. Les failles, c'est un changement de matériaux dans le sous-sol, au contraire, augmente le magnétisme terrestre. Là aussi, on n'est pas sur la bonne valeur, et là, ça va nous fatiguer aussi. C'est plus agressif, une faille, on perd à peu près 50% de notre énergie. Après, il y a tout un tas d'autres phénomènes, mais bon, voilà, sur les 2 premiers exemples, c'est des différences de magnétisme, c'est des points plus localisés, et on parle souvent en fait de réseau Hartmann ou Curie, et on parle de nœuds de réseau. Donc effectivement, il y a des croisements qui sont géopathogènes. Ce sont des petites zones, mais si cette petite zone s'ajoute à un cours d'eau et qu'il y a une faille qui passe pas loin, on se retrouve avec un endroit qui est beaucoup moins propice à la vie. Ouais. Et d'ailleurs, on peut l'observer dans la nature. Sur une plantation d'arbres, il y en a un qui souffre. Tous les autres sont plantés. Et donc ça veut dire qu'on l'a planté tout simplement à un mauvais endroit. Est-ce que les phénomènes, on voit aussi par exemple des grandes étendues, des carrés de pelouse gigantesques, et on y trouve des fois des ronds ou enfin voilà, une forme du moins où la pelouse ne pousse pas, ou est-ce que Pousse c'est moins lié à bien, ça? où elle est plus jaune. Oui, il y a effectivement des phénomènes circulaires. Alors, on appelle ça des cheminées cosmotelluriques. C'est un phénomène naturel et ça impacte en fait le végétal. C'est ce qui est l'origine de ce qu'on appelle les rondes dégénérescences dans les vignes. Les viticulteurs connaissent bien en fait l'effet, c'est-à-dire ces rondes dégénérescences. Ils ne connaissent pas nécessairement le phénomène qui est à l'origine. Mais effectivement, oui, ça s'observe. Les champignons qui poussent en rond, on parle communément de ronde sorcière, c'est aussi le même phénomène qui est à l'origine de ça. D'accord. Donc à l'œil, on peut déjà repérer un certain nombre de choses, on n'a pas besoin d'être sourcier pour tout trouver. Mais en géobiologie, c'est beaucoup l'observation au final qui prime. Savoir observer la nature, c'est le plus important. En fait, dans la formation, j'ai redécouvert ça, j'avais oublié en fait. Et j'observais pas correctement la nature, et encore, plus on observe, plus on a les informations. C'est notre plus bel outil, dans ce domaine-là au moins. Oui. Bon, déjà, effectivement, on peut beaucoup récolter d'informations grâce à l'observation. Et donc, justement, vous dites que ces nuisances, elles impactent l'humain. Est-ce que ces nuisances peuvent être à l'origine d'un souci, par exemple, de santé ou autre? Alors, elles vont favoriser l'apparition en fait, de soucis de santé. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, je peux avoir telle ou telle pathologie. Si je suis dans un environnement qui me fatigue, si on résume, c'est ça, et ben en fait, et que je suis exposé longtemps à cet environnement, et ben en fait, mon niveau d'énergie va baisser, et là, potentiellement, je peux développer une pathologie. C'est plutôt, ça va être un amplificateur, si on peut raisonner de cette manière-là. Il y a aussi des pathologies qui sont directement liées à certains phénomènes. Alors c'est pas spécialement nouveau, hein, puisqu'en fait Hippocrate, on parlait déjà à 400 ans avant Jésus-Christ, il parlait effectivement un bon médecin doit ausculter le patient, mais il doit aussi s'intéresser effectivement à son environnement direct et indirect, de façon à avoir une approche globale. Et en médecine chinoise, c'est la même chose, puisque la référence de la médecine chinoise, 700 ans avant Jésus-Christ, parlait de ça aussi. Et donc, effectivement, la MTC, on parle beaucoup. En médecine traditionnelle chinoise, le Feng Shui, qui est l'approche énergétique du lieu, fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que le Qigong, le Tai Chi, le Kung Fu, au même titre que l'ostéo chinoise, au même titre que l'acupuncture, et tout ça fait partie intégrante en fait, de la médecine. En médecine occidentale, on a oublié effectivement l'impact de l'environnement. Le grand tout qui forme. Et donc, on soigne la personne, c'est très bien de soigner la personne, mais on se donne beaucoup plus de chance à soigner la personne et soigner l'environnement de la personne. Et en géobiologie, c'est ce qu'on fait, c'est on pourrait appeler ça de la médecine de l'habitat, même si on n'a pas le droit d'utiliser le mot médecine, mais c'est vraiment soigner l'environnement, faire en sorte que cet environnement soit dynamisant, et donc puisse soutenir la personne, soit en prévention, soit en guérison, c'est-à-dire que la personne est en train de se soigner, et bien en fait, on va faire en sorte que son environnement la supporte, l'aide, la dynamise. Et donc justement, le Feng Shui est quand même un domaine qui est un petit peu plus connu par le biais des personnes ou de la population en général. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre la géobiologie et le Feng Shui? Alors, il y a beaucoup de ressemblances, c'est-à-dire que Feng Shui et géobiologie sont deux approches énergétiques du lieu.
En géobiologie, on s'intéresse à la qualité énergétique du lieu, on va chercher les nuisances et on va amener des solutions de correction. On améliore la qualité énergétique du lieu. En Feng Shui, on raisonne comme toute la médecine chinoise sur une circulation d'énergie. Et donc, Feng Shui, ça vise à favoriser la circulation de l'énergie. Mais si je fais circuler une énergie qui n'est pas bonne, j'aurai de moins bons résultats que si l'énergie est bonne. De la même manière, si je fais que de dynamiser le lieu, je perds le bénéfice du Feng Shui. L'un et l'autre se complètent. Je dirais que la géobiologie potentialise le Feng Shui et que le Feng Shui améliore la géobiologie. C'est un ensemble. C'est tout à fait complémentaire. En fait, il n'y a aucun antagonisme. Il n'y a que des complémentarités. En fait. Est-ce que vous pourriez citer quelques outils à portée de main de n'importe qui? Est-ce que pour vous, des outils des outils, quelque chose que l'on pourrait faire parce que de ce qu'on entend, c'est que la géobiologie sert à rééquilibrer l'environnement. Est-ce que vous auriez une ou deux astuces à partager sur Alors, il y a des astuces qui sont toutes bêtes. Si on parle de l'environnement technologique, le simple fait que sa lampe de chevet soit branchée dans le bon sens et qu'elle ne dégage pas en fait de champ électrique la nuit, c'est une mesure de précaution. Une mesure de précaution toute bête, c'est couper le Wi-Fi la nuit. On n'a pas besoin d'avoir du Wi-Fi la nuit. Et donc on peut le faire soit manuellement, soit en activant les planificateurs Wi-Fi qui sont des options des box. Et ce sont des règles de bonne pratique qui ne coûtent rien en plus. Après, sur des cours d'eau, sur des failles, sur des cavités, il faut savoir les corriger. C'est un peu plus complexe à trouver. Mais en fait, sur l'environnement technologique, il y a quelques astuces qu'il faut connaître, quoi. La plupart des lampes de chevet sont fournies avec un câble à 2 fiches. Donc si la phase est coupée à l'interrupteur avant de traverser l'ampoule, elle est dans le bon sens. Et si je le retourne, la phase va faire tout le tour de l'ampoule avant d'être coupée à l'interrupteur. Et là, elle dégage du champ électrique toute la nuit. Donc, il existe des petits détecteurs qui valent une quinzaine d'euros qui permettent de trouver ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc après, c'est vrai que nous, en tant que géobiologue, on a des machines beaucoup plus sophistiquées, mais avec un simple détecteur de champ électrique, on a déjà en fait la possibilité de faire un diagnostic de son environnement. C'est surtout sur la chambre qu'on va insister, c'est là où on passe du temps immobile. Et donc c'est là qu'on va être impacté si on a un phénomène géobiologique qui pose problème. C'est la même notion qu'une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Au bout d'un moment, la pierre va se creuser. Alors il y a 2 critères en fait, c'est le nombre de gouttes à la minute, donc la force du phénomène, la dureté de la pierre, c'est-à-dire mon niveau de sensibilité. Si par exemple mon épouse est plus sensible que moi, on est exposé aux mêmes nuisances, elle va matérialiser des symptômes avant moi. Et peut-être me dire je me sens pas bien. Et moi, comme je sens rien, je vais dire je comprends pas, moi je me sens bien. Pour autant, le phénomène est là, il est en train de travailler. C'est simplement qu'il mettra un peu plus de temps à impacter la personne. Moi, je suis intervenu chez un couple, c'est une personne qui effectivement a déclenché une maladie. Et ce qui l'a fait réfléchir, c'est quand son mari a déclenché la même maladie 5 ans après. D'accord. Donc, on a bien un niveau de sensibilité différent et un environnement identique. Et cet environnement, vous sauriez expliquer rapidement juste... C'était une combinaison en fait dans la chambre, cours d'eau, faille, cheminée cosmotellurique, et donc c'était ça qu'il fallait effectivement diagnostiquer et également soigner, corriger. Tout s'est rééquilibré par la suite ou il y a du temps? Alors après, sur des pathologies, il faut du temps aussi pour inverser. Ce qu'ils ont observé en fait très rapidement, c'est que les végétaux ont changé de comportement. Donc, quand on parle que l'environnement impacte le vivant, c'est également valable pour les végétaux, pour les animaux. Et en fait, les premières observations qu'ils ont faites, c'était sur les végétaux. C'est toujours l'observation qui prime, comme on disait tout à l'heure. Oui, il faut bien des critères d'observation. C'est-à-dire comme n'importe quel thérapeute, si vous allez voir un médecin pour une problématique, c'est pas le médecin que vous jugez, c'est le résultat que vous obtenez. Et donc si c'est un médecin, un ostéo, un acupuncteur, peu importe la technique, si le résultat est là, vous allez dire mon médecin, mon ostéo, mon acupuncteur, il est fortiche. Parce que vous jugez le résultat. En tant que géobiologue, vous avez d'autres outils
pour aller bien plus loin, donc justement pour mesurer tout ce qui est failles, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que vous utilisez tout simplement, vous, en tant que géobiologue? Alors, en tant que géobiologue, on utilise des outils radiesthésiques classiques pour tout l'environnement naturel, c'est-à-dire en fait des baguettes de sourcier, des baguettes métal. On peut également utiliser le pendule dans certains cas de figure. Ça, c'est les outils radiesthésiques. On est plus sur l'environnement en fait naturel. Sur l'environnement technologique, il nous faut des outillages technologiques, donc mesureurs de champ électrique, mesureurs de champ magnétique, analyseur haute fréquence pour pouvoir regarder l'exposition aux ondes. J'ai un appareillage qui me permet en fait de mesurer la qualité de la prise de terre. Alors c'est un appareillage électricien, hein. Mais en fait ça permet de poser un diagnostic relativement précis. On a même des appareils qui permettent de mesurer la tension induite dans le corps. Lorsque la personne est exposée à un champ électrique, il y a un champ électrique, il y a un voltage mesurable dans le corps. Et en fonction de l'environnement, on va regarder l'impact sur la personne. D'accord, vous pouvez le mesurer. On peut le mesurer, on a des appareillages pour ça. Et donc la tension induite dans le corps est à l'origine en fait d'inflammation. Donc si vous souffrez d'une maladie inflammatoire, le fait d'être exposé à un champ électrique va activer l'inflammation. C'est intéressant, en complément d'un traitement d'une maladie inflammatoire, de regarder s'il n'y a pas des champs électriques autour de chez vous, enfin là où vous dormez, par exemple un lit électrique, une lampe de chevet branchée à l'envers, une couverture électrique, et donc on regarde en fait tous ces environnements-là. Et justement, donc, quand vous dites un lit électrique, au final, un lit électrique rayonne en permanence? Sauf quand on les branche. Sauf quand on le débranche, ouais. Donc, Or, un lit électrique, on n'a pas vraiment besoin qu'il se règle la nuit, donc on peut très bien le mettre sur une multiprise avec un interrupteur et on le coupe la nuit. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des petites règles de bonne pratique qui ne coûtent rien. il y a beaucoup de petites astuces qui paraissent évidentes au premier abord et qu'on ne voit pas. Qui paraissent évidentes, mais comme on ne l'a jamais expliqué, en fait, ces petites règles de bonne pratique sont toutes simples et effectivement sont accessibles à tout le monde. Et donc justement, on a vu aussi par les médias que vous avez rencontré une tribu il y a peu de temps qui s'appelle les Kogi, si je me trompe. Voilà. Avec qui vous avez travaillé, avec des scientifiques aussi qui étaient là. Est-ce que vous pouvez nous échanger rapidement ce qui a été vu, échangé sur cette rencontre? Effectivement, j'ai eu la chance de participer à un diagnostic croisé de territoire. Donc ça se déroulait dans la Drôme, on était au pied du Vercors. Et on a échangé avec des chamans Kogi sur la perception qu'on avait du territoire. Donc il y avait différents types de scientifiques, des géographes, naturalistes, anthropologues, il y avait un géobiologue, il y avait également un certain nombre de spécialités, je ne me rappelle pas de toutes d'ailleurs. Chacun a fait son diagnostic de territoire et les chamans Kogi ont également fait le leur. Et on a croisé nos visions. Et ce qui était intéressant en fait, c'est que la vision des chamans Kogi était bien plus globale que tout ce qu'on a pu leur expliquer. Et au final, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble et que notamment l'approche sensible, telle qu'on a pu la faire en géobiologie, elle était importante aussi pour relier tout ça. Donc ce qui était intéressant, c'était de valider auprès d'une trentaine de scientifiques. Alors il y avait principalement des Français, il y avait des Suisses, des Belges, il y avait également la Colombie qui était représentée, l'Australie, l'Angleterre. Et donc de valider auprès de ces scientifiques que leur champ de connaissance est très précis, très pointu, mais petit, et qu'il faut regarder large, et donc combiner toutes nos connaissances, et qu'au milieu de tout ça, en fait, garder à l'esprit que notre sensibilité, travailler notre sensibilité pour accéder à toute l'information. Donc c'est prendre finalement un élément plus global, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport au corps. Ce qui était étonnant, c'est d'ailleurs en fait la profondeur d'analyse des chamans Kogi. C'était assez bluffant d'ailleurs. Vous pouvez justement approfondir cette voie-là, c'est-à-dire sur quel point de vue? Par exemple, en fait, ils sont montés sur le Vercors, ils se sont tout de suite aperçus que les pins noirs qui sont plantés dans le Vercors, c'est pas une espèce du coin. Et en fait, quand on regarde l'aspect historique, c'est que le Vercors a été déboisé pour la construction navale et que le seul arbre qui pouvait repousser, c'était le pin noir d'Autriche. Mais ce n'est pas une espèce endogène.
Et donc du coup, ils ont tout de suite remarqué que c'était pas spécialement bon pour le territoire. Ils ont repéré également un éboulement qui a eu lieu il y a 500 ans. Ils ont expliqué effectivement en gros ce qui s'était passé à cette époque-là. En fait, ils ont une vision assez étonnante, qui est surtout basée sur la sensibilité. Ils se promènent, ils cherchent un endroit, ils se calent dedans et ils obtiennent l'information. Donc c'est assez bluffant. Donc c'est un mix de connaissances et d'approches sensibles et ils sont hyper pointus. Ils ont des outils eux aussi ou c'est vraiment leur corps l'outil? C'est leur corps l'outil. C'est leur corps. Et puis leur formation, leur expérience. Ouais. C'est vraiment étonnant en fait Ouais. de les voir travailler. D'ailleurs, en fait, l'ensemble de la communauté scientifique présente était bluffé. Quelle que soit la spécialité, ils connaissaient. Comment s'est passé justement ce lien entre les personnes qui étaient plus dépendants de la technologie et donc les Kogi qui étaient eux juste avec leur corps tout simplement? Le lien s'est fait naturellement ou... Le lien s'est fait naturellement puisqu'en fait il y a eu... en fait, les gens partaient en groupe, donc les uns faisaient leurs observations, les autres ressentaient le lieu, plutôt les chamans. Il y a eu des phases en fait, d'échange et de partage en fait, d'informations, et c'est là où c'était assez étonnant en fait, de voir l'étendue des connaissances en fait, des chamans. Ces Kogi-là, est-ce que c'est la même tribu qu'on a pu voir il y a peu de temps dans une émission avec Frédéric Lopez? C'était ces personnes. C'est eux, oui. Ouais, d'ailleurs, en fait, sur le film de Frédéric Lopez, il y avait sur les 3 interlocuteurs présents dans la Drôme, il y en a 2 qui apparaissent dans le film de Frédéric Lopez. Donc c'est une tribu qui est assez petite finalement par rapport à l'échelle du monde. C'est une tribu qui est petite. On considère que c'est un peuple premier, c'est-à-dire qui a conservé en fait la connaissance d'origine. Les Mayas, en fait, les chamans mayas allaient se former chez les Kogi. Ils sont détenteurs en fait d'un savoir qui est assez impressionnant. Et ils ont conservé une relation avec la terre-mère. Ça se voit, ça se sent en tout cas dans les images qu'on avait pu et voir. en fait, ils cherchent d'abord à vivre en harmonie, mais pas qu'en harmonie dans leur communauté, mais dans la communauté élargie, c'est-à-dire avec la planète entière. Donc c'était assez étonnant de les voir travailler. Et d'ailleurs, ils viennent régulièrement en France pour donner des informations, mais c'est la première fois qu'ils venaient en montagne, puisque d'habitude ils viennent en ville. Et là, en fait, ils ont eu l'opportunité de voir une de nos montagnes, de pouvoir, d'une certaine manière, l'auditer. Voir un milieu un peu plus naturel. Voir un milieu naturel. Mais différent du leur. Voir une communauté scientifique, passer du temps dans l'échange. Et ça, c'était vraiment une expérience, c'était juste génial, quoi. J'imagine. Et justement, donc, vous qui avez donc exercé avant ça, suite à cette rencontre-là, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Alors d'une part, ça m'a permis de voir que j'avais encore du boulot et qu'au niveau de la détection, ils sont bien plus pointus que nous. Donc en fait, ça c'est intéressant. Ils ont une vision bien plus globale que la nôtre. Ça aussi, effectivement, c'est intéressant de se rendre compte que là où on regarde des petits bouts, eux, ils sont capables de regarder la montagne en entier. Tiens, ça c'est donc dans notre façon de penser, ça nous repositionne. Ils font instinctivement les liens entre. Ils font les liens en tout. disant voilà, telle montagne est reliée avec celle-là. Là, il y a un problème parce qu'il y a un captage d'eau, les animaux peuvent pas venir. Là, il y a cette vision-là, elle est très naturelle. Donc c'est assez surprenant. Et donc, si tout se passe bien, j'irai peut-être en Colombie. Dans 2 ans pour passer un peu de temps là-bas. Cette fois-ci, faire l'inverse. Faire l'inverse. Faire un rendez-vous en terre inconnue, mais pour vous. Oui, mais pas avec la caméra. Dernière question, si toutefois vous veniez d'une autre planète et on vous demande de passer un message pour aller aider l'humain sur Terre, qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Qu'est-ce que ça vous inspirerait? C'est une bonne question. Je dirais qu'en fait, on a perdu la connexion avec la Terre. Et il ne faut pas considérer la Terre comme étant un actif sur lequel on marche et qui nous sert à produire des choses. Non, c'est une entité vivante, on en fait partie. Il faut simplement la respecter. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que les Kogi disaient qu'il ne faut rien prendre en dessous de la Terre. Et ça, c'était une remarque intéressante.
Or, notre technologie, elle est basée sur le pétrole, sur le charbon, sur que des choses qu'on va extraire en dessous. On va chercher des ressources naturelles en dessous. Et eux, dans leur principe, ils disent, ce qui est à la Terre doit rester à la Terre. Et peut-être qu'il faut repenser notre façon de vivre. Et aller chercher en haut plutôt qu'en bas. Ou juste produire ce dont on a besoin, en fait. En tout cas, c'est de considérer que notre planète est vivante et qu'on fait partie d'elle. Et que, grosso modo, on a besoin d'en prendre soin. Je ne sais pas si ça suffira. Bon, en tout cas, cette prise de conscience, à mon sens, elle est importante. Elle est extrêmement importante, ouais. Et puis je pense qu'elle résonne de plus en plus autour de nous maintenant. Et puis il ne faut pas que pour la Terre, on devienne un virus et que pour éradiquer le virus, elle s'échauffe, elle devienne... voilà. Comme nous, en fait, lorsqu'on est malade, on monte en température. Est-ce que, effectivement, aujourd'hui, le réchauffement climatique n'est pas justement une réaction de la planète pour se débarrasser des virus? Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. On a aujourd'hui vu juste les prémices de ce que peut être la géobiologie, mais c'est une belle petite présentation. On mettra peut-être les liens justement, vous avez un site, vous avez plusieurs choses qu'on pourra mettre en bas de la vidéo. Et puis peut-être produire une autre vidéo sur un thème plus précis une prochaine fois, on ne sait jamais.